Merci. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, chers confrères, chères consoeurs, je voudrais tout d'abord remercier les organisateurs de ce forum franco-mexicain et en particulier nos collègues mexicains qui nous ont réservé un excellent accueil et organisé cette réunion. La responsabilité de la pollution dans les problèmes sanitaires est débattue et la question est de savoir si cette pollution est réellement un problème de santé majeur. La pollution de l'air est devenue un phénomène tangible au milieu du XXe siècle avec cet épisode qui est survenu dans la vallée de la rivière Meuse en Belgique en 1930, qui était une zone industrialisée très lourdement. Et au début du mois de décembre, un brouillard intense et l'absence de vent se sont accompagnés de troubles respiratoires de type asthmatique, avec parfois de l'édème pulmonaire. Et les personnes concernées étaient principalement des personnes âgées, des asthmatiques, des personnes ayant des différentes maladies chroniques et en particulier des maladies cardiaques. Et finalement, 60 décès ont été attribués à cet épisode. Cet épisode était lié à des sulfures, et notamment du SO2, résultant de la combustion du charbon par l'industrie, mais aussi par les foyers. Un autre épisode, beaucoup plus grave, est survenu en 1952 à Londres, et également au début du mois de décembre, et a entraîné environ 12 000 morts. Les manifestations étaient à type de bronchite, d'états grippaux, de pneumonie et de maladies pulmonaires ou cardiaques. Et là encore, la combustion de charbon a été incriminée, mais de plus, dans les mois qui avaient précédé, les trams électriques à Londres avaient été remplacés par des bus fonctionnant au diesel. La pollution atmosphérique peut être due à différents agents. Tout d'abord, le dioxyde de soufre qui résulte des activités industrielles, mais aussi du chauffage domestique, et puis surtout les particules PM, particulate matter, qui résultent du trafic routier, notamment de la combustion du diesel et l'industrie, et les particules fines, dites PM10 ou PM2,5 selon leur taille en micromètres, pénètrent dans l'appareil respiratoire. L'ozone est également un polluant, ainsi que le dioxyde d'azote. Plusieurs études ont montré un rôle de la pollution dans la mortalité. Ça a été le cas notamment par Samet aux USA, qui a montré une association de la mortalité cardiovasculaire et respiratoire liée aux particules fines. À l'inverse, Pope a montré que la diminution de la concentration en particules fines était associée avec une augmentation significative de l'espérance de vie. Et Belen, en Europe, a montré qu'une exposition prolongée au PM2,5 est associée aux causes naturelles de mortalité. Cette dernière étude est une étude européenne qui fait partie d'un programme qui est ESCAPE, European Study of Cohorts for Air Pollution Effects, et qui a produit plusieurs travaux intéressants. Tout d'abord, il a été montré qu'une augmentation au NO2 est associée à des volumes pulmonaires diminués, le volume expiratoire maximal par seconde et la capacité vitale. Et de manière un peu surprenante, il a été montré qu'il n'y avait pas d'association significative entre la pollution et la prévalence de l'asthme d'enfance, l'incidence de l'asthme d'adulte et des symptômes de bronchite chronique. On remarque que ce sont, en tout cas pour l'asthme, des manifestations respiratoires aiguës. Une étude a montré également une association entre les PM10 et le cancer bronchique. Les études sur les maladies cardiovasculaires ont montré qu'une augmentation de 5 microgrammes par mètre cube des PM2,5 s'associe à une augmentation du risque d'événement coronaire de 13%. Et des associations positives ont été observées en dessous de la limite européenne admise, qui est de 25 microgrammes par mètre cube pour les PM2,5.
Les hospitalisations pour défaillance cardiaque ou les décès associés à des augmentations de SO2, NO2 et aux particules ont été également mises en évidence. Une augmentation du risque d'arrêt cardiaque en dehors de l'hôpital a été associée à la pollution de l'air avec les PM2,5 et l'ozone. Une étude très intéressante, fondée sur la cohorte de Framingham, que les cardiologues connaissent bien, a étudié l'exposition aux émissions de la circulation et aux particules fines, et a montré qu'une courte exposition de quelques jours au PM2,5, NO2 et ozone a été associée avec une diminution de la fonction respiratoire. Et au contraire, une exposition à long terme, sur 6 ans, et à la circulation et PM2,5, a été associée avec une diminution du rapport VEMS sur CV, qui est cette diminution que l'on voit dans les asthmes chroniques ou la bronchite chronique, et un rythme accéléré du déclin de la fonction respiratoire. En ce qui concerne la pollution chez l'enfant, un point intéressant est que l'on a observé avec une diminution du NO2 et des PM2,5, c'est une très belle étude de Goderman dans le New England Journal of Medicine, une amélioration de la croissance fonctionnelle respiratoire, pour le même c'est la capacité vitale, avec cette diminution du NO2 et de PM2,5. Plus troublant, parce que ça ouvre une voie sur des effets qui restent encore mal connus de la pollution, est la moindre croissance du développement cognitif chez les enfants qui fréquentent des écoles proches d'une pollution par une circulation intense, et notamment avec le NO2 et les particules ultra fines. En fait, on assiste actuellement à une ouverture du champ de responsabilité imputable à la pollution, et en particulier, on a regardé dans divers domaines, et il a été ainsi montré une association de l'augmentation du CO, du SO2, NO2 et PM2,5 et PM10, et l'admission à l'hôpital pour accident vasculaire cérébral ou la mortalité par accident vasculaire cérébral. Une étude a examiné l'anxiété chez les personnes ayant, pour certaines, mais c'est une faible proportion de cette population, des manifestations anxieuses, et on a observé une association entre ces symptômes anxieux sévères et l'exposition à PM2,5. Et même, une association a été montrée pour PM2,5 et NO2 avec le diabète sucré de type 2. En ce qui concerne l'ozone, on sait qu'il n'y a pas d'effet de l'ozone sur le risque de décès par maladie cardiovasculaire, mais au contraire, il a été augmenté une augmentation significative du risque de décès de causes respiratoires associée avec une augmentation de la concentration d'ozone et qui survient dans les quelques jours qui suivent le pic d'ozone. Une étude toute récente aussi a montré que l'augmentation de l'ozone et du NO2 dans les 6 semaines précédentes ont été associées à un risque accru d'exacerbation aiguë de fibrose pulmonaire idiopathique. La fibrose pulmonaire idiopathique est une maladie qui n'est pas si idiopathique que cela, puisqu'elle est très corrélée avec le tabagisme. C'est une maladie qui survient chez les personnes de plus de 60 ans et qui conduit au décès en quelques années. Et cet épisode, cette étude est très intéressante en ce qu'elle montre que dans des maladies chroniques respiratoires comme la fibrose pulmonaire idiopathique, une exposition à des polluants peut déclencher un événement extrêmement grave, qui est l'exacerbation de la fibrose pulmonaire idiopathique, qui est la cause principale de décès au cours de cette fibrose pulmonaire idiopathique. Alors on peut se poser comment réduire les risques personnels liés à la pollution de l'air. En réalité, il n'y a pas beaucoup de moyens.
En cas d'épisode de pollution, la recommandation de rester à l'intérieur est évidemment la plus sûre. Nettoyer l'air des maisons lorsqu'il n'y a pas de pollution extérieure est une bonne chose. Et évidemment, il faut réduire les doses inhalées d'air pollué et, à cet égard, éviter de faire du jogging lorsqu'il y a une pollution, éviter de sortir les enfants dans la rue et de les faire courir lorsqu'il y a un épisode de pollution. Il faut essayer de réduire l'exposition dans les micro-environnements près des sources de pollution comme la circulation. On discute des équipements de protection, mais ça reste encore embryonnaire. Un point important est surtout de bien savoir si l'on est susceptible ou non d'avoir des complications liées à la pollution. Et en particulier, toutes les personnes ayant des maladies respiratoires chroniques ou des maladies cardiaques chroniques devraient être informées sur les risques liés à la pollution, la nécessité d'éviter la pollution, d'éviter de sortir de leur maison en cas de pollution. En fait, à titre individuel, il n'y a guère de preuves actuellement qui supportent des actions individuelles pour réduire les risques. Et le point le plus important est évidemment de rester à la maison et d'éviter les contacts avec les polluants. Les critères de limite pour les PM2,5 en Europe sont beaucoup trop laxistes. On avait admis que la moyenne annuelle était de 25 microgrammes par mètre cube et qu'elle devait être atteinte en 2015, et apparemment ce ne sera pas le cas. Les recommandations de l'OMS sont beaucoup plus strictes, elles sont de 10 microgrammes par mètre cube, et aux USA, ces limites sont de 12 microgrammes par mètre cube. Ce qui est troublant dans ces études sur la pollution, c'est qu'il y a une espèce de dichotomie. Les études qui parlent de pollution ne prennent pratiquement jamais en compte le tabagisme. Et dans beaucoup d'études, on a des populations qui intègrent des personnes qui n'ont jamais fumé, des personnes qui sont des anciens fumeurs et des personnes qui sont des fumeurs. Je pense que c'est une erreur conceptuelle de ne pas mélanger, de ne pas étudier la conjonction tabagisme et pollution, car il est probable qu'il y a une potentialisation de l'évolution des maladies respiratoires et cardiaques chroniques sous l'effet d'épisodes de pollution, mais aussi avec l'exposition au tabagisme dont il n'est pratiquement pas fait mention dans les études. Enfin, il n'y a pas eu d'études de comparaison pour la pollution atmosphérique et le tabagisme. En conclusion, je crois que l'on peut dire que la pollution atmosphérique contribue aux maladies pulmonaires et cardiaques, mais aussi à un grand nombre d'autres maladies, et qu'elle est associée à la mortalité. Il est important de limiter l'émission atmosphérique des polluants. Des recommandations individuelles sont nécessaires pour les personnes qui ont un risque d'aggravation avec la pollution. Et enfin, que la pollution atmosphérique et que le tabagisme ne devraient pas être dissociés, et que des études comparatives sont nécessaires pour mieux comprendre et combattre ces deux risques de la santé. Je vous remercie de votre attention.